Et la première réflexion qui me vient à l'esprit, franchement, c'est que l'important, c'est pas de retourner chez nous, mais c'est de rester chez nous, vraiment chez nous. Et je rappellerai quand même ce que Malika Sorel écrivait dans son livre sur l'immigration. On ne peut pas demander à un peuple de perdre son identité et en même temps lui demander de l'accepter. Ça n'est pas n'importe quoi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans un enjeu qui est d'une importance essentielle, non seulement pour nous, mais pour nos enfants. Qu'est-ce que nous allons pouvoir faire face à la mondialisation pour empêcher que non seulement notre culture disparaisse, que notre mode de vie disparaisse, mais que notre essence culturelle disparaisse. Vous savez que récemment, dans les manuels scolaires, Molière a disparu. Vous savez que Louis XIV a disparu. Vous savez que Saint-Louis a disparu. Vous savez que Napoléon a disparu. Madame, si vous continuez à me souffler, vous prenez ma place. Au demeurant, comme j'improvise au fur et à mesure, ça me rendrait service. Mais vous pouvez toujours continuer à jouer le rôle du souffleur si j'ai une panne. Donc, Madame m'ayant soufflé Napoléon, j'attends la suite, mais apparemment la source est tarie. Donc je peux dire que vraiment, à l'heure actuelle, il y a une volonté d'éliminer de notre culture tout ce qui en constitue le fondement historique. Au profit de quoi? Savez-vous au profit de qui on a supprimé Molière, Napoléon, Saint-Louis et Louis XIV? Non. Eh bien, au profit de l'histoire d'un petit pays d'Afrique qui, paraît-il, va intéresser la culture de nos enfants. Bon. Je veux dire que là, on touche du doigt à quel point on risque, mais alors sans aucune animosité de ma part à l'égard de qui que ce soit, on risque de ne plus être chez nous, chez nous. On s'en rend compte d'une manière extraordinaire quand on voit la manière dont notre culture est traitée. Non seulement par les médias, mais également par l'ensemble de la classe politique. Il ne vous a pas échappé qu'on a célébré il y a peu de temps les 600 ans d'existence de Jeanne d'Arc. Jusqu'alors, on s'intéressait peu à la pucelle. C'est vrai qu'une pucelle, aujourd'hui, ça fait peu recette. Il vaut mieux une pute et DSK dans la ligne de mire pour occuper le 20h. Bon. DSK dont on disait il est un économiste rigide. Oui, on se demande si la rigidité, elle est bien là. Bon. Enfin, bon, on va pas lui reprocher d'avoir des penchants pris à pic. On va simplement souffler à l'idée qu'il n'a pas pu être candidat à la présidence de la République, car tenez-vous bien, aujourd'hui, dans le contexte économique, il serait probablement élu. Ça, c'est la France d'aujourd'hui. Alors, on a célébré Jeanne d'Arc. Jusqu'alors, cet office, bien qu'en 1920, la République, la troisième, la laïque, ait décidé de célébrer Jeanne d'Arc, les républicains modernes avaient oublié complètement la femme à cheval qui a bouté les Anglais hors de France et qui a combattu les Français reniés, les collabos de toutes les époques, voire même des époques où il n'y a pas d'occupation officielle, mais où on peut considérer que par la conjonction de phénomènes historiques, il peut y avoir une occupation à la fois intellectuelle, politique, économique. Ça s'appelle la mondialisation. Et voilà que Nicolas Sarkozy, dont la culture, on le sait tous, est
gigantesque, a non pas entendu des voix, mais attendu des voix. Et il s'en est allé à Domrémy pour célébrer la pucelle. C'est un peu comme si Johnny Stark, dans un moment de délire rappeur, se mettait à célébrer la Vierge Marie, quoi. Mais enfin, une pucelle dans la fréquentation de Sarkozy, c'est pas inutile. Alors on se rend compte, si vous voulez, à travers ces éléments qui sont anecdotiques, que, contrairement à ce qu'on pourrait tous croire, et là c'est l'élément, je crois, intéressant d'un point de vue sociologique, notre passé n'est pas mort. Voilà. Il y a un passé dynamique qui est extraordinairement vivant. Ce qui manque, c'est le courage de faire le lien entre ce passé dynamique qui s'appelle Jeanne d'Arc, qui s'appelle Saint-Louis, qui s'appelle Napoléon, qui s'appelle Louis XVI, la première victime du premier procès totalitaire de tous les temps. Il faut faire un lien entre ce passé dynamique et notre présent. C'est ça, rentrer chez soi. C'est ça, reconquérir son chez soi. Être capable de tisser le lien entre notre passé dynamique, qui n'est pas ringard, qui est la colonne vertébrale sur laquelle la France se tient droite depuis des siècles et qu'on veut courber, faire le lien entre ce passé dynamique et notre présent qui titube, qui s'égare, qui se perd. Et si on arrive à lier sans honte, sans ringardisme, ce passé au présent, on peut reconstruire une certaine, non pas idée de la France, mais désormais, c'est une certaine image de la France qu'on peut reconstruire. Mais pour y arriver, mes amis, il faut être fier, mais d'une fierté qui ne courbe jamais les chines. Il faut être fier de notre histoire, fier de notre passé, en nous disant que c'est lui qui nous permettra de construire notre avenir. Le 24 décembre, j'étais à Vauvert dans une église, pour ce qu'on appelle la messe de minuit, mais il était 19 heures. Décalage moderne de nos églises contemporaines. On était là à attendre dans l'église de Vauvert où Saint-Louis est venu. Et à un moment donné, alors que la messe ne commençait pas, on a vu entrer par la porte centrale qui remontait le couloir jusqu'à l'autel une dizaine de personnes avec à sa tête une femme qui avait un porte-voix. L'église était lugubre. Il n'y avait pratiquement pas de lumière. Sur l'autel, il y avait le prêtre, les enfants de chœur. Le prêtre était assis. Et soudain, cette femme, qui conduisait les 10 personnes qui la suivaient, a dit, j'en ai été le témoin, ma femme en a été le témoin, parce qu'il faut 2 témoins, vous le savez, pour que ça soit vrai. Voilà, testis nullus. La femme dont le porte-voix a dit, mesdames et messieurs, vous êtes ici des touristes, voyez-vous, ça c'est une église. Il y a de ça, on est en 2080, autrefois c'était une église. Il y avait là des gens qui se réunissaient, qu'on appelait des chrétiens. Mais ils ont disparu. Alors aujourd'hui, c'est plus qu'un musée qu'on vient visiter. Ils se réunissaient de temps en temps pour prier un type qu'on appelait Jésus. Et puis, comme ils n'avaient pas suffisamment de courage, comme ils n'avaient pas suffisamment de foi, comme un Mélenchon dîner de cons leur faisait peur, eh bien, ils ont disparu. Ils ont disparu. Et puis, d'un coup,
le curé s'est levé, je vous jure que c'est vrai. Du reste, si vous allez sur mon blog, je le raconte. Et il a dit, voilà, c'est une manière que j'ai de vous dire que si on ne se mobilise pas, un jour peut-être, on ne sera plus que des éléments d'archéologie. C'était à Vauvert, il y a quelques semaines. C'était en France. On n'est pas des chrétiens du Moyen-Orient. Alors rentrer chez soi, retrouver le chemin, c'est aussi peut-être être capable d'avoir le courage de dire qui on est et pourquoi on est ce que l'on est. Parce que sinon, nous serons les seuls responsables de cette perte du chemin qui nous attend. C'est vrai, comme le dit Machiavel, qu'il faut être au fond du puits pour voir les étoiles. Hein. Bon. Au fond du puits, on y est. Les étoiles, on ne les voit pas. Il y a de cela plusieurs siècles, un roi, Louis XVI, comparaissait devant des juges. Jamais personne n'aurait pu imaginer qu'un jour, un roi de France aille devant des juges. Un ancien procureur qui présidait la séance ce jour-là avait dit il faut le faire attendre. Parce que quand même, la représentation nationale ne va pas attendre un roi. Et puis quand il s'est présenté, on l'a appelé Capet. Marat disait couper Capet. Déjà les bons mots. Et puis, la Convention était à la fois juge d'instruction et juge de jugement. Et elle a condamné le roi. Et en même temps, elle a voulu décapiter tout un pan de l'histoire chrétienne, tout un pan de l'histoire de France. C'était l'heure. C'était l'heure. Trop de lâchetés accumulées avaient permis ce moment. Trop de lâchetés accumulées avaient permis ce moment. Merci d'être le seul à applaudir, mais ça fait du bien. Voyez-vous, ce que je voudrais vous dire tout simplement, c'est que cette révolution qui a tué un roi, qui a assassiné un père, beaucoup, sans comprendre, ont dû sentir souterrainement qu'elle allait venir. On sentait le mouvement tellurique. Il avait des noms. C'était l'incapacité de faire des réformes. C'était le maintien quelque part à tout prix des privilèges. C'était la division dans la famille. C'était la puissance des intellectuels. Clémenceau ne les avait pas nommés ainsi, mais ils existaient déjà. C'était aussi, quelque part, l'incapacité providentielle, parce que je crois au providentialisme, à réagir. Et puis vint le moment que les historiens appellent climatérique. L'instant où toutes les forces se conjuguent et où l'explosion a lieu. Et là, ce fut la catastrophe. Était-elle corrigeable? Je le crois. Est-ce qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas un peu partout des signes évidents que nous allons à la catastrophe et que cette catastrophe portera un nom unique dans l'histoire, le délogement identitaire? On sera responsable. On sera coupable parce qu'on est des lâches,
parce qu'on a peur de tout. Parce que devant un journaliste, on frémit. Parce que de dire notre opinion nous fait inquiétude. Parce qu'il n'y a plus de chevaliers. Il n'y a que des trouillards. Aujourd'hui, quand on demande à un maire de signer pour Marine Le Pen, s'il le fait dans son village reculé, on n'a pas l'impression que ce sont les cloches qui sonnent, mais les couilles qui tintent. Tellement il lui faut de courage. Tellement il lui faut de courage. Je ne veux vous enrôler dans aucune bannière. La seule bannière qui compte, c'est la France. Mais j'aime mon pays et je vais vous dire pourquoi je l'aime. Et je vous laisserai après réfléchir avec quelqu'un qui, lui, est un vrai philosophe. Moi, je ne suis qu'un cheminot des mots. Mon grand-père était originaire de Vitry-le-François. Chaque année, j'allais passer mes vacances dans la maison de mes grands-parents. Et un jour, mon père m'a dit, tu vois cette maison qu'on est en train de reconstruire encore, à Vitry-le-François, lieu de passage des invasions. Tu vois cette maison, elle a été détruite en 1870. Elle a été reconstruite. Elle a été détruite en 1914. Elle a été reconstruite. Elle a été détruite en 1940. Elle a été reconstruite. On l'a reconstruite. Et mon père m'a dit, la France, c'est ça. On l'a détruit et nous, on reconstruit. La seule question aujourd'hui, c'est de savoir si nous serons capables de reconstruire. Et je vous le dis franchement, j'ai un doute. J'ai un doute. Parce que je n'ai jamais vu autant de lâcheté, autant de peur qu'aujourd'hui. Si on veut que le chemin pour aller chez soi puisse se frayer, il faut qu'on soit des bulldozers. Voilà. Sinon, tant pis pour nous, on quittera la maison, et puis on sera peut-être aimé, parce qu'on sera sans papier et SDF.